Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre des auditions de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Cette commission d'enquête a été créée au Sénat en février dernier, après que Paris et d'autres grandes villes de France connaissaient des pics de pollution très importants. L'objectif, bien sûr, est de faire un état des lieux de la situation et de la pollution de l'air, mais surtout de faire des propositions concrètes pour lutter contre ce fléau. Voilà, tout de suite donc direction la salle Clémenceau. Alors, nous accueillons l'Institut de veille sanitaire et nous allons donc procéder à l'audition de Madame Agnès Lefranc, directeur du département santé-environnement à l'INVS, de Monsieur Olivier Chanel, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, et de Monsieur Pascal Baudot, responsable d'unité à l'INVS. Créé par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire, l'Institut de veille sanitaire, qui est sous tutelle du ministère de la Santé, est un établissement public qui a notamment parmi ses missions la surveillance de l'état de santé de la population et le déclenchement des alertes sanitaires. L'Institut a coordonné de 2008 à 2011 le projet européen nommé AFECOM, qui a cherché à mesurer l'impact de la pollution de l'air sur la santé. M. Chanel a conduit pour l'INVS les évaluations économiques liées à ce projet. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à Madame Lefranc ainsi qu'à messieurs Chanel et Baudot de prêter serment. Je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous fais grâce de leur lecture. Madame Agnès Lefranc, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Olivier Chanel, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Et Monsieur Pascal Baudot, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Madame, Messieurs, à la suite de votre exposé introductif, ma collègue Leïla Aïchi, rapporteure de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, puis ce sera au tour des membres de la commission d'enquête d'engager le dialogue au travers d'un certain nombre d'interrogations. Je vous remercie. Merci. Je vous propose peut-être donc de commencer par une présentation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique dans 9 villes françaises tels qu'ils ont été évalués dans le cadre du projet AFECOM. Donc, comme vous l'avez rappelé, le projet AFECOM est un projet européen qui a été coordonné par l'Institut de veille sanitaire entre 2008 et 2011. Il avait pour objectif d'évaluer les impacts sanitaires et économiques de la pollution atmosphérique dans 25 villes européennes couvrant 39 millions d'habitants répartis dans 12 pays, avec pour objectif d'apporter au pouvoir public les informations permettant d'orienter les politiques de réduction des niveaux de pollution de l'air. Les résultats de ce projet ont effectivement été utilisés par l'OMS et la Commission européenne dans le cadre de la révision des directives européennes de qualité de l'air de 2013. Ils ont également été communiqués au niveau français et ont déjà fait l'objet d'une présentation d'ailleurs au Sénat, ainsi qu'auprès d'autres instances, notamment dans le cadre de l'élaboration du plan national santé-environnement et du plan cancer. Pour rappel, le budget total de ce projet s'élevait à 1,5 million d'euros, dont 800 000 euros financés par la Commission européenne. La contribution budgétaire de l'Institut de veille sanitaire s'élevait à 56 millions d'euros, avec un financement de la 0,56 millions d'euros, avec un financement de la Commission européenne qui s'élevait à 51% de ce montant. Dans le cadre de ce projet, Olivier Chanel a été salarié par l'INVS pour la mise en œuvre de l'évaluation économique des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. Et comme vous l'avez indiqué, et comme il pourra vous le préciser, Olivier Chanel exerce son activité principale au CNRS dans un laboratoire à Marseille. Pour ce qui concerne donc l'évaluation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique, je vous propose de passer quelques diapositives qui permettront de soutenir les quelques propos que je vais tenir.
Donc, parmi l'ensemble des villes européennes qui étaient impliquées dans le projet AFECOM, se trouvaient 9 villes françaises. Et donc, les résultats que je vais vous présenter portent plus spécifiquement sur ces 9 villes françaises, puisque c'est l'objet de vos interrogations. Donc, pour rappel, on est aujourd'hui dans une situation où la nature causale, c'est-à-dire la relation de cause à effet entre exposition à la pollution atmosphérique et santé, est avérée. On a, qui plus est, une quantification des relations entre niveau de pollution atmosphérique dans l'air et risque pour la santé pour un certain nombre de pathologies. On est donc dans la situation où on peut utiliser ces relations concentration-risque établies par des études épidémiologiques pour quantifier l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique. Cette quantification, qu'on appelle parfois évaluation d'impact sanitaire, EIS, est prévue par la réglementation française. Elle est fréquemment sollicitée par les décideurs, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et de notre point de vue, elle est utile à la communication sur les effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Donc depuis plus de 10 ans maintenant, l'Institut de veille sanitaire a développé des outils méthodologiques pour la réalisation de ces évaluations d'impact sanitaire. Il y a notamment un guide méthodologique qui est disponible, accessible à tous sur notre site web, et réalise ces évaluations d'impact sanitaire, que ce soit au niveau local, à la demande des agences régionales de santé ou des préfectures, et puis dans le cadre de projets européens tels qu'AFECOM. Donc l'objectif de ces évaluations d'impact sanitaire et de celle qui a été réalisée dans le cadre du projet AFECOM, c'est de calculer sous différents scénarios de réduction des niveaux de polluants le nombre de cas évitables en prenant en compte les impacts à court et à long terme de la pollution atmosphérique ainsi que le gain d'espérance de vie découlant des impacts à long terme de l'exposition à la pollution atmosphérique. Le principe, c'est que, donc, vous voyez ici une petite carte avec les 9 villes qui sont incluses dans l'étude que je vais vous présenter. Donc pour chacune de ces villes, on va récupérer auprès des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air les niveaux de polluants dans l'air pendant la période d'étude. Donc par exemple les niveaux de particules fines PM2,5 pendant la période 2004-2006. En regard, on va également collecter auprès du service de l'INSERM qui collecte les certificats de décès, le CEPI-décès, ou auprès des hôpitaux dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information qui enregistrent l'ensemble des séjours à l'hôpital. On va récupérer un certain nombre d'indicateurs sanitaires pendant la même période d'étude, donc par exemple la mortalité pendant la période 2004-2006. On va construire des scénarios de modification des niveaux de polluants. Par exemple, comparer les niveaux réellement enregistrés et puis se dire que se passerait-il si on se ramène aux valeurs guides de l'OMS. Donc par exemple pour les PM2,5, quel gain sanitaire peut-on attendre si on respectait la valeur guide de 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle pour ces PM2,5 ? En combinant ces deux éléments, donc les scénarios de modification de concentration du polluant et les indicateurs sanitaires qui sont reliés par les fonctions concentration-risque établies par les études épidémiologiques, on peut en déduire la modification en proportion du taux de l'indicateur de santé par unité de modification de la concentration du polluant. Et donc, on déduit de cela un impact, c'est-à-dire la modification de l'indicateur sanitaire associée à la modification de la concentration du polluant. Et derrière, l'étape suivante, c'est éventuellement la monétarisation de ces impacts sur lequel Olivier Chanel pourra vous en dire beaucoup plus. Donc, dans le cadre d'AFECOM, les indicateurs et les scénarios qui ont été utilisés pour ce qui concerne les impacts à court terme des particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres, les PM10, on a retenu comme indicateur de santé la mortalité toute cause non accidentelle, les hospitalisations pour cause respiratoire, les hospitalisations pour cause cardiaque. Et vous voyez dans ce tableau les codes de la classification internationale des maladies qui ont été utilisés pour caractériser ces indicateurs et sélectionner les décès ou les séjours à l'hôpital qui correspondent à ces pathologies, et ainsi que les relations concentration-risque qui ont été retenues sur la base d'une revue de la littérature pour relier les variations de la pollution atmosphérique aux variations de ces pathologies. Pour l'ozone, ce qui a été retenu, ça a été la mortalité totale, les hospitalisations pour cause respiratoire chez les 15-64 ans et chez les 65 ans et plus. Et pour les impacts de l'exposition chronique aux particules fines PM2,5, ce qui a été retenu, c'est la mortalité toute cause non accidentelle chez les personnes âgées de 30 ans et plus.
vous voyez qu'en termes de scénarios de variation des niveaux de pollution atmosphérique, plusieurs scénarios ont été actuellement utilisés dans le cadre du travail AFECOM. Les résultats que je vais vous présenter ici correspondent pour les PM10 à une diminution de la moyenne annuelle à la valeur guide OMS qui est fixée à 20 microgrammes par mètre cube. Pour l'ozone, le scénario correspond au fait qu'on ramène tous les niveaux maximum journaliers sur 8 heures glissantes à la valeur guide de l'OMS qui est de 100 microgrammes par mètre cube. Et pour les impacts à long terme des particules fines, il s'agit de la diminution de la moyenne annuelle à la valeur guide de l'OMS, 10 microgrammes par mètre cube. Donc les résultats sur l'ensemble des 9 villes, donc dans des scénarios de respect des valeurs guides de l'OMS, on estime que si on était au niveau préconisé par l'OMS pour les particules inférieures à 10 micromètres, ce sont 245 décès par an qui pourraient être différés, 673 hospitalisations pour cause respiratoire qui pourraient être évitées et 360 hospitalisations pour cause cardiaque qui pourraient être également évitées. Si on se ramenait aux valeurs guides de l'OMS pour les expositions à l'ozone, on estime que ce sont 69 décès par an qui pourraient être différés et 62 hospitalisations pour cause respiratoire qui pourraient être évitées. Donc il s'agit là de l'évaluation des impacts à court terme. Si on s'intéresse maintenant aux impacts de l'exposition chronique aux particules fines PM2,5, on voit là que ce sont quasiment 3000 décès qui pourraient être différés par an dans les 9 villes si on se ramenait à la valeur guide de l'OMS, donc 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Maintenant, si pour ces effets de l'exposition chronique au PM2,5, on raisonne en termes de gain d'espérance de vie, on voit que dans les 9 villes, donc, qui sont ici ordonnées de la ville où les niveaux de PM2,5 étaient les plus élevés sur la période 2004-2006 en haut, à la ville où ces niveaux étaient les moins élevés sur cette même période tout en bas, on voit qu'on pourrait potentiellement gagner en termes d'espérance de vie à 30 ans entre 3,6 et 7,8 mois d'espérance de vie si on se ramenait dans chacune de ces villes à la valeur guide de l'OMS, donc 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Donc il faut être bien conscient que les résultats là, qui sont donnés sont entourés d'un certain nombre d'incertitudes, puisqu'on utilise des relations concentration-réponse qui sont établies dans des études épidémiologiques qui nécessairement ont été réalisées sur une période antérieure à celle où on réalise l'évaluation d'impact sanitaire, éventuellement qui ont été réalisées dans des lieux différents des lieux sur lesquels on réalise les évaluations d'impact sanitaire. On peut avoir des évaluations de l'exposition, donc la mesure des concentrations de polluants dans l'air, qui peuvent être éventuellement différents entre les études épidémiologiques et celles et les mesures réalisées pour les données d'entrée de l'évaluation d'impact sanitaire. Il y a également le sujet de comparabilité des données sanitaires qui sont utilisées. Et puis, on a évidemment l'incertitude statistique qui entoure la relation concentration-réponse, puisque ces risques relatifs associés aux expositions à la pollution atmosphérique sont toujours entourés d'un intervalle de confiance qui rend compte de cette incertitude statistique. Ici, dans le cadre d'AFECOM, on a fait le choix de présenter les résultats sous forme d'espérance de vie à 30 ans et de nombre de cas différés ou évitables par an. Et on a retenu une approche contrefactuelle, c'est-à-dire qu'on compare l'état de santé dans les 9 villes en l'état, en 2004-2006, avec ce qu'il aurait pu être si les niveaux de pollution étaient réduits et si le délai nécessaire à l'apparition des effets sur la santé était écoulé. Donc ce que montre l'interprétation que nous faisons de ces résultats, c'est qu'il existe un impact substantiel de la pollution atmosphérique dans les 9 villes françaises étudiées, que ces résultats, à notre sens, encouragent à la mise en œuvre de politiques publiques d'amélioration de la qualité de l'air à l'échelle à la fois locale, nationale et européenne. Et par ailleurs, comme je le disais, ces résultats sont entourés d'incertitudes. Toutefois, il y a quand même des éléments qui prouvent que toute réduction des niveaux de pollution atmosphérique est susceptible d'entraîner des améliorations de la santé à l'échelle d'une population. Et c'est notamment le fait qu'on est en mesure d'observer des bénéfices sanitaires à la suite de réduction des niveaux de pollution atmosphérique en conditions réelles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Chanel. Puis on interrogera ensuite. Merci. Bonjour, messieurs et mesdames.
Donc, comme l'a dit Agnès Lefranc, j'ai participé à la partie économique de l'étude AFECOM, dans la mesure où j'avais commencé à travailler sur cette thématique dès 1995, lors de la préparation de la LOR. La ministre en charge de l'environnement avait demandé à 2 laboratoires de recherche de faire une première évaluation du coût économique associé à la pollution de l'air. À cette époque-là, ça avait été sur l'Île-de-France. Donc j'ai continué à travailler sur cette problématique pour l'étude dite tripartite OMS en 1996 et j'ai travaillé ensuite sur ces aspects dans le cadre de l'étude AFECOM. Donc la valorisation étant un problème complexe, j'ai préféré faire quelques rappels et expliquer exactement ce qu'il y avait derrière les chiffres afin d'avoir des idées claires sur ce qui a été fait dans AFECOM et en général ce que l'on peut trouver comme étude et comme évaluation dans la littérature. Donc concernant les rappels, je distingue ici la pollution atmosphérique locale ou régionale qui a été étudiée dans AFECOM, de la pollution atmosphérique globale liée au changement climatique ou liée à l'ozone stratosphérique, qui n'a pas du tout fait l'objet d'études dans AFECOM, et ce n'était pas prévu. Et celle-ci se caractérise par des différences en termes d'ordre de grandeur des incertitudes, des irréversibilités au moins à l'échelle humaine, et à l'importance de l'actualisation, parce que nous avons affaire à des horizons très très lointains, et pour ramener en valeur actuelle des flux futurs, il faut utiliser un taux d'actualisation, et ce taux d'actualisation revêt une valeur très importante dans ce type d'approche. Ensuite, je distingue morbidité et mortalité. Donc la morbidité couvre les maladies, les hospitalisations, les consultations, les traitements associés. La mortalité, évidemment, ce sont les décès. Et ce qu'il se pose comme problème au point de vue économique concernant la mortalité est qu'il n'existe pas de prix pour un mort, donc il y a seulement des valeurs. Et donc la valeur que l'on associe à un décès est une valeur statistique, n'est pas la valeur d'un être humain en particulier. Et donc on va raisonner sur une valeur statistique associée à un décès ex ante avant que ce décès ne survienne. Enfin, je distinguerai le court terme du long terme, donc cela a été présenté précédemment. Les effets sanitaires de court terme surviennent en général dans les heures ou les jours qui suivent une exposition à la pollution atmosphérique, on les appelle aussi les effets aigus. C'est étudié par des études temporelles et ça fait à peu près 70 ans qu'on les met en évidence et qu'on les quantifie. Les effets de long terme, appelés aussi effets chroniques, résultent d'une exposition à long terme à la pollution atmosphérique. Et eux nécessitent des études de cohorte, c'est-à-dire des suivis de population sur une longue période, et on compare ensuite les niveaux de décès, le nombre d'hospitalisations, le nombre de consultations associés à ces différentes cohortes exposées à différents niveaux de pollution. Et c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus coûteux, et donc ça fait environ 25 ans qu'on étudie de tels effets. Donc pour ce qui concerne la valorisation maintenant, nous avons affaire d'une part à des biens et services marchands appelés aussi tangibles. Pour ces biens et services, il existe un marché, il existe donc un prix et une quantité d'équilibre et l'on observe clairement les préférences des individus sur ces marchés. Leurs choix sur ces marchés vont déterminer un prix, une quantité et donc ils expriment leurs préférences directement. Maintenant, quand on considère les biens et services non marchands, appelés aussi intangibles, il n'y a pas de marché, il n'y a donc pas d'offre, pas de demande, qui s'établissent formellement et qui se révèlent sur un marché, et donc pas de prix. Donc c'est le cas du temps, du bruit, de la douleur et de la vie humaine pour ce qui nous intéresse ici, ou des aspects esthétiques, des aspects visuels, olfactifs, etc. Donc ici, nous raisonnons en économie sur une valeur, et cette valeur qui est attribuée au bien d'intérêt doit être inférée soit à partir de marchés existants et de biens marchands considérés comme équivalents, soit par des méthodes de révélation directe, qu'on appelle les méthodes d'évaluation contingente, des méthodes de préférence déclarée, où l'on va interroger directement les individus sur leurs préférences. Donc ici, les préférences sont plus difficiles à obtenir parce qu'elles vont se faire soit dans un cadre hypothétique, par un questionnement hypothétique, soit dans le cadre d'une comparaison avec un bien marchand supposé équivalent à celui que l'on cherche à valoriser. Donc la problématique en économie veut que l'on cherche à prendre en compte les effets tangibles et les effets intangibles, puisque les comportements individuels ne vont pas garantir une efficacité si l'on ne prend pas en compte les effets intangibles, en particulier ceux qui sont relatifs aux externalités négatives. Et donc l'État doit intervenir pour faire en sorte que les individus internalisent ces externalités, les prennent en compte dans leurs décisions et dans le calcul de leur coût-bénéfice au niveau individuel avant de prendre une décision. Donc si l'on schématise les différents éléments qui peuvent entrer dans une évaluation économique des effets de la pollution atmosphérique, le point d'entrée, c'est le bien-être des individus dans la mesure où la pollution se pose à nous ici parce que nous sommes sur Terre en tant qu'hommes. Donc c'est une approche assez anthropocentrée et donc
toutes les quantifications économiques des effets vont passer par la modification du bien-être. Sur la partie gauche de ce graphique, on voit que les effets peuvent passer de façon indirecte via d'autres variables que le bien-être directement, c'est-à-dire par une dégradation du bâti, qui va entraîner des coûts de réfection et de nettoiement des bâtiments, par une dégradation de l'agriculture, donc baisse des rendements, des forêts, et par une dégradation de l'écosystème. Donc, ces effets sont dits indirects parce qu'ils n'affectent pas directement le bien-être. Ils passent par une tierce grandeur, le bâti, etc. Donc ici, j'ai noté en caractères normaux les effets qui peuvent reposer sur du marchand, et en italique, les effets qui relèvent plutôt de l'ordre du non-marchand ou de l'intangible, et pour lesquels les méthodes diffèrent pour obtenir des valeurs monétaires. Ensuite, les deux flèches à droite et au centre de ce graphique représentent des effets qui vont affecter directement les individus, que ce soit des effets directs sanitaires pour la flèche centrale ou des effets directs non sanitaires pour la flèche de droite. Donc ces effets directs non sanitaires associés à la pollution atmosphérique relèvent de nuisances psychologiques, olfactives ou esthétiques, du fait que savoir que l'on vit dans un environnement pollué entraîne des dégradations olfactives, esthétiques et psychologiques qui peuvent être quantifiées dans leur dimension intangible. Et ensuite, et ce sera principalement sur cela, essentiellement sur cela, et même uniquement sur cela que l'étude AFECOM s'est fondée, ce sont les effets directs sanitaires qui couvrent la mortalité et la morbidité. Et pour ces effets-là, on peut distinguer encore les coûts directs associés à ces effets directs sanitaires, c'est-à-dire la façon dont nous allons quantifier en termes économiques ce que Mme Agnès Lefranc a présenté en termes de nombre de cas. Ce sont les coûts d'hospitalisation, les coûts de consultation, les coûts de traitement et la valorisation d'un décès. Donc je l'ai mis en italique ici parce que depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, les méthodes utilisées pour valoriser un décès sont des méthodes qui reposent sur la dimension intangible. Jusqu'aux années 90-95, on utilisait une approche dite du capital humain, dans laquelle on considérait que la valeur d'un individu représentait le flux de ses revenus actualisés de la date de son décès anticipé jusqu'à la date, sur la durée de son espérance de vie restante, et on actualisait ces flux de revenus annuels pour considérer que ça représentait la valeur d'un individu. Cette approche a été abandonnée, c'est pour ça que j'ai plutôt mis en caractère italique pour signifier que ce sont des méthodes reposant sur des approches intangibles pour valoriser un décès qui sont utilisées maintenant à travers le monde. Maintenant, pour les coûts indirects, ces coûts représentent des dépenses effectives pour la société en termes de perte de production ou des dépenses qui relèvent de la dimension intangible pour les aspects psychologiques, les douleurs, les désagréments associés au fait d'être malade ou hospitalisé, les effets induits chez les proches. Ils sont appelés coûts indirects parce qu'ils sont associés à une dégradation de l'état sanitaire. Donc, cette dégradation de l'état sanitaire va entraîner des hospitalisations ou des arrêts maladie qui vont entraîner des pertes productives. Ou le fait d'être hospitalisé va entraîner une dégradation de l'état psychologique, des effets induits chez les proches qui peuvent être quantifiés et qui valorisent indirectement les effets sanitaires. Donc, dans les travaux d'AFECOM, donc, on voit ici les 9 villes concernées pour la France, ce qui a été fait, c'est de quantifier ces effets sanitaires. Donc, avant de présenter les résultats, je tiens à souligner un certain nombre de points associés à la valorisation économique. Tout d'abord, le fait qu'elle est entachée de grandes incertitudes, puisqu'elle va cumuler, en plus de ces incertitudes propres sur les méthodes de valorisation, sur les effets pris en compte et sur le taux d'actualisation, les incertitudes en amont associées aux disciplines concernant les émissions, les concentrations, l'exposition de la population, l'épidémiologie. Donc, cela explique que les ordres de grandeur en termes d'évaluation économique peuvent varier du simple au décuple sans que l'un soit meilleur que l'autre. Ça dépend des hypothèses qui ont été prises, ça dépend des effets qui sont quantifiés, ça dépend éventuellement du taux d'actualisation pris en compte lorsqu'on s'intéresse à des flux. Donc ceci étant dit, les choix méthodologiques qui ont été faits dans l'évaluation économique associée à l'étude AFECOM ont été d'une part pour la morbidité de reposer sur la méthode du coût marchand, c'est-à-dire la dimension tangible des dépenses. Ici, le coût est appelé aussi coût économique de la maladie. Donc, pour les coûts d'hospitalisation, c'était le coût moyen de la journée multiplié pour le pays concerné, donc pour la France ici, multiplié par la durée moyenne de séjour par cause d'hospitalisation. Pour les pertes de production associées, c'était 2 fois la durée d'hospitalisation fois le salaire moyen journalier dans le pays concerné. Donc, ici, nous avons été obligés d'approximer les pertes de production de cette façon, ce qui est fait dans la littérature fréquemment,
comme étant 2 fois la durée d'hospitalisation, dans la mesure où il n'y a pas eu d'études spécifiques dans le cadre d'AFECOM qui liaient les pertes de production à des variations du niveau de pollution. Elles existent, de telles études, aux États-Unis, en Europe. Elles sont spécifiques à l'étude, à la collecte des arrêts de travail au niveau national et à sa mise en relation avec une variation du niveau de pollution. Ce n'est pas l'approche qui a été faite ici, donc nous avons choisi de l'approximer de cette façon-là. Pour la mortalité, nous nous sommes reposés sur une évaluation intangible par le consentement à payer, la méthode d'évaluation contingente. Nous avons utilisé 2 valeurs. La valeur d'évitement d'un décès, qui a été choisie à 1,7 million d'euros sur la base des résultats du programme européen NewExt, et la valeur d'année de vie, qui a été choisie à 86 600 euros, fondée sur les études NewExt en 2004 et une étude européenne de SEG en 2010 qui regroupait les valeurs estimées d'année de vie pour 9 pays européens. Donc les valeurs que je vais présenter maintenant sont des valeurs qui ont été exprimées en euros 2005. Il y a essentiellement 3 évaluations qui ont été faites dans le cadre d'AFECOM. Une évaluation d'une politique européenne de réduction du SO2 dans les carburants, c'est-à-dire que depuis 1993, il y a une diminution progressive du dioxyde de soufre, de la teneur en dioxyde de soufre dans les carburants, jusqu'à atteindre maintenant une teneur quasi nulle. Et cette diminution a entraîné une diminution des teneurs en soufre dans l'atmosphère et une diminution du nombre de décès associés à une exposition à des niveaux de dioxyde de soufre élevés. Et donc l'étude a permis de mettre en évidence le fait que sur la France, depuis l'année 2000, on peut considérer qu'il y a 679 décès prématurés chaque année qui sont gagnés du fait de cette mise en place de ces directives européennes pour réduire la teneur en soufre dans les carburants liquides. Donc l'évaluation économique de ces décès conduit à environ 60 millions d'euros par an, avec les incertitudes. Donc on travaille sur la base d'un intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a 95% de chances, de probabilité que la vraie valeur soit comprise entre, ici pour les coûts, entre 20,5 et 97 millions d'euros. Donc on voit que ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'une mesure qui a été prise a des effets en termes sanitaires et des gains pour la population. Le second type d'évaluation, comme l'a exprimé Agnès Lefranc, consistait à étudier quels étaient les bénéfices annuels associés au respect dans ces 9 villes des valeurs guides de l'OMS. Donc pour les particules, c'était 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle pour les PM10, 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle pour les PM2,5 et pour l'ozone, 100 microgrammes par mètre cube en maximum journalier sur 8 heures. Donc nous avons estimé le montant des bénéfices associés au respect de ces normes en termes d'effets à long terme et d'effets à court terme. Pour les effets à long terme et pour la mortalité, cela représente 4,8 milliards d'euros, avec les intervalles de confiance en dessous des chiffres. Pour ce qui est de la morbidité de long terme ou chronique, il n'y a pas eu d'évaluation spécifique, mais ça sera l'objet de mon dernier point. Pour le court terme et les effets associés à une diminution des niveaux moyens de particules PM10, on observe une évaluation à 21 millions d'euros. Pour les hospitalisations respiratoires et cardiovasculaires, 4 millions d'euros. Et pour l'ozone, respectivement 6 millions d'euros pour la mortalité et 0,25 millions d'euros pour la morbidité hospitalière ici. Donc le point qui manque ici, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, relève de la morbidité chronique. Dans la mesure où la mortalité est exprimée essentiellement dans sa dimension intangible, elle n'a pas, à proprement parler, d'effet en termes économiques sur le PIB, par exemple. Par contre, la morbidité entraîne des coûts d'hospitalisation, entraîne des coûts de traitement, des consultations, une mobilisation du système de soins qui a un coût pour l'État. Et donc, ce qu'a cherché à faire l'étude AFECOM, c'est d'estimer la morbidité chronique. Malheureusement, cela n'a été fait que dans 10 des 25 villes et dans aucune des villes françaises, parce que ce sont des approches compliquées, extrêmement longues. Je détaillerai si vous en exprimez la nécessité, mais que je vais résumer ici brièvement. Donc, on peut considérer que la population est exposée à différents facteurs, l'un étant la pollution atmosphérique et les autres étant l'ensemble des autres facteurs. Et cette population exposée à ces différents facteurs va développer des maladies chroniques.
certaines dues à la population, le bloc A, d'autres à la pollution, pardon, le bloc A, d'autres non dues à la pollution, le bloc B. Ensuite, ce que font les approches d'évaluation standard, c'est de s'intéresser aux effets à court terme, c'est-à-dire de quantifier quel est le nombre de cas supplémentaires, le nombre d'exacerbations qui sont dues à la pollution atmosphérique. Quelle que soit l'origine de ces maladies chroniques, qu'elles soient dues à la pollution atmosphérique ou non dues à la pollution atmosphérique, on comptabilise le nombre d'aggravations, le nombre de cas d'asthme supplémentaires, le nombre de passages aux urgences supplémentaires, et ça, cela représente l'évaluation standard. Ce que l'on a cherché à faire dans AFECOM, c'est de considérer le fait qu'il y a aussi des exacerbations qui ne sont pas dues à la pollution atmosphérique, mais qui vont survenir chez une population qui a développé une maladie chronique associée à la pollution atmosphérique. Et donc, ces personnes-là, ayant développé une maladie chronique associée à la pollution atmosphérique, vont avoir des cas d'exacerbation, des aggravations, des passages aux urgences, des hospitalisations, pour d'autres causes que la pollution atmosphérique, mais ces événements n'auraient pas eu lieu si ces personnes n'avaient pas développé des maladies chroniques associées à la pollution atmosphérique. Et donc, si l'on veut avoir une approche globale des effets associés aux maladies chroniques, il faut comptabiliser la partie en rouge traditionnellement obtenue par l'évaluation standard, mais également la partie en verte qui correspond aux exacerbations qui ne sont pas dues à la pollution atmosphérique, mais qui surviennent dans une population qui a développé une affection chronique du fait de son exposition à la pollution atmosphérique, mais également comptabiliser le bloc en bleu, le bloc A, qui correspond au coût annuel de cette maladie chronique. Donc, les estimations qui ont été faites relèvent de l'asthme chez les moins de 18 ans et des maladies coronariennes chez les plus de 65 ans. Donc, on considère qu'il y a un coût annuel de l'asthme, un coût annuel associé au fait d'avoir une maladie coronarienne, et ces coûts ont été pris en compte. Donc, c'est le bloc en pointillé noir important qui comprend le bloc A, A', B' et A seconde. Donc les codes couleurs sont repris ici pour montrer quels sont les résultats qui ont été obtenus sur les 10 villes européennes. Donc les ordres de grandeur sont généralisables aux 9 villes françaises. Les valeurs monétaires ne le sont pas puisqu'elles ne portent pas sur les mêmes villes. Voici ce à quoi conduit l'évaluation standard. Les exacerbations dues à la pollution atmosphérique en termes d'asthme chez les moins de 17 ans et de maladies coronariennes chez les plus de 65 ans représentent 0,5 million d'euros par an. Maintenant, quand on prend en compte les exacerbations qui ne sont pas dues à la pollution atmosphérique, mais qui surviennent dans une population qui a développé une maladie chronique, donc l'asthme et les maladies coronariennes, du fait d'une exposition à la pollution atmosphérique, on aboutit à 9,5 millions d'euros supplémentaires, soit 20 fois plus environ. Et enfin, si on prend en compte maintenant le coût des maladies chroniques dues à la pollution atmosphérique, le coût annuel de l'asthme, donc si on compare quel est le coût de traitement chez une personne, le coût le coût médical annuel d'une personne qui n'est pas asthmatique de celle qui est asthmatique, et donc on compte ça chaque année, on aboutit à 321 millions d'euros. Donc on voit que l'ordre de grandeur passe de 0,5 millions d'euros pour l'évaluation standard des effets à court terme de la pollution atmosphérique pour ces deux affections, à 331 millions d'euros si on prend en compte l'ensemble du coût des maladies chroniques dues à la pollution atmosphérique. Donc ceci montre que l'on peut approcher, c'est une façon de faire, le coût associé à la morbidité chronique. Donc maintenant, je terminerai par deux pistes de réflexion qui reprendront des éléments donnés précédemment. Les premiers sont, comme vous l'avez vu, que les effets de long terme sont beaucoup plus importants que ceux de court terme, que ce soit en termes sanitaires, comme cela a été montré par Agnès Lefranc, ou que ce soit en termes économiques. Donc ceci confirme bien l'intérêt de réduire en priorité l'exposition chronique, c'est-à-dire, pour aller vite, la moyenne annuelle de fond, plutôt que l'exposition aiguë, c'est-à-dire les épisodes de pic, même si en réduisant l'épisode de pic, mathématiquement, on réduit très légèrement la moyenne annuelle de fond, évidemment. Et le second point est le fait que jusqu'à présent, les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques locaux ont été analysées de façon indépendante alors qu'elles sont issues des mêmes sources, essentiellement les combustibles fossiles, et que ces sources d'émissions, qu'elles soient mobiles ou fixes, génèrent plusieurs effets externes négatifs, du bruit, de la congestion, des effets sur l'environnement, les cultures et le bâti. Donc si l'on applique des modèles de décision adaptés au cadre ici d'émissions jointes, si on prend en compte les incertitudes associées, une arrivée d'informations sur les effets du changement climatique, par exemple, ou sur son importance ou sur ses conséquences, et sur le fait qu'il y ait des irréversibilités en ce qui concerne le changement climatique, ce type de modèle tendent à inciter plutôt des mesures structurelles qui vont réduire l'ensemble des externalités simultanément, c'est-à-dire agir sur les kilomètres parcourus pour les sources mobiles, améliorer l'isolation des bâtiments ou diminuer la demande d'énergie,
plutôt que des mesures techniques qui vont agir de manière ciblée sur les émissions par des normes réglementaires sur les sources fixes ou mobiles ou par des améliorations technologiques. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire uniquement l'un plutôt que l'autre, mais le type de modèle et le type de conclusion auxquels on aboutit en appliquant ces modèles tend à favoriser relativement les mesures structurelles aux mesures purement techniques. Merci pour votre attention. Attention soutenue, je vous remercie. J'ai proposé, il y avait une intervention, non? Je vais vous demander simplement, parce qu'il nous reste voilà, 20 minutes, donc Oui. si on veut qu'il y ait aussi de l'échange, D'accord, on va vous demander, c'est un faire peu comme court. la pollution, de concentrer. très bien, Merci. je vous remercie. Donc je vais essayer de faire court et revenir sur 2 points. C'est les moyens qui sont dévolus au sujet au sein de l'Institut de veille sanitaire. Et le deuxième point, c'est de revenir sur l'impact. L'impact est-il plutôt sous-estimé, surestimé à travers la méthode AFECOM? Donc rapidement, le programme sur la pollution atmosphérique est un programme phare au sein de l'IVS puisque c'est le premier qui a été entrepris au sein du département santé-environnement en 1997, à l'époque où l'Institut s'appelait le Réseau national de santé publique. Donc en termes de moyens actuels, nous avons 4 ETP répartis sur 9 personnes qui travaillent donc sur la pollution atmosphérique, 2 à plein temps et 7 autres donc à temps très partiel. Et donc le travail lui-même se répartit sur en 3 tiers. Un tiers d'activité scientifique en épidémiologie. Donc je ne m'alourdirai pas là-dessus parce que moi-même je ne suis pas un technicien de la pollution atmosphérique, je travaille sur l'eau. Un tiers d'utilisation des résultats de l'épidémiologie pour l'évaluation d'impact sanitaire, pour l'animation de l'équipe et la diffusion de nos résultats et pour garantir une meilleure utilisation dans l'usage pour nourrir la politique publique, et aussi une partie en communication diverse. Donc ces moyens ont eu tendance à diminuer plutôt dans le temps par rapport à la situation initiale du début des années 2000. Je reviens maintenant sur l'impact. Alors je suis ni technicien épidémiologique de la pollution atmosphérique, ni économiste. Donc je resterai sur l'impact sanitaire. On a vu que l'espérance de vie à 30 ans dans les villes de France était écourtée d'environ 4 à 8 mois, suivant le niveau de pollution des villes, en lien avec cette diminution étant attribuable à la pollution atmosphérique. Alors, est-ce que cette estimation couvre tout? Non. D'une part, il y a une liste de pathologies associées à la pollution atmosphérique qui a tendance à s'allonger depuis ces dernières années. Je citerai les maladies neurodégénératives, par exemple, dont certaines études ont montré un lien avec la pollution atmosphérique, les effets reprotoxiques qui sont de plus en plus étudiés aussi, et récemment aussi des études ont montré que la pollution atmosphérique entravait le développement pulmonaire des enfants. Ça sur la ville de Los Angeles. Donc c'est une première source de sous-estimation, quoique ce soit en partie repris. Par exemple, si la dégénérescence des fonctions respiratoires se traduit par des pathologies futures et une perte d'espérance de vie qui, elles, sont prises en compte. Donc tout n'est pas absent des chiffres qui ont été donnés. Au niveau des pollutions, et c'était aussi une question que vous aviez, des polluants, c'était une question que vous avez, on a essentiellement basé nos estimations d'impact sur les PM2,5 pour le plus gros morceau, à savoir le risque, l'impact à long terme, PM10, donc les particules, et d'autre part l'ozone. Donc
sachant que l'ensemble des polluants, un grand nombre de polluants ont un effet sur la santé. Pourquoi se limite-t-on à 2 ? C'est principalement parce que l'ensemble de ces polluants sont intercorrélés. C'est-à-dire si on calculait par exemple l'effet polluant par polluant et qu'on en faisait la somme, on surestimerait de beaucoup l'effet global de la pollution atmosphérique. Par contre, en nous restreignant aux particules et à l'ozone, marginalement, là, par contre, on a plutôt une attitude conservatoire et on tend encore à sous-estimer légèrement l'impact de la pollution atmosphérique. Donc ça, c'était les remarques et je conclurai en disant que ce qui compte, c'est le long terme. Ce qui pèse, c'est le long terme. Ce n'est pas l'effet des pointes de pollution. La bonne mesure environnementale de cet effet à long terme, c'est les moyennes annuelles en polluants, et ce n'est pas, par exemple, les jours de dépassement de telle ou telle mesure, quoi qu'il y ait un rapport étroit entre les deux, mais la meilleure mesure, c'est la moyenne annuelle, et notamment pour les PM2,5, qui sont quand même le polluant le plus étudié et le mieux interprétable dans ce sens. À l'avenir, comment cela va-t-il évoluer ? On peut supposer, compte tenu des sous-estimations que l'on fait, que le poids de la pollution va être plutôt réévalué dans l'avenir. Ça, on le verra. D'autre part, dans le contexte de changement climatique, comment cela peut-il se passer ? Donc on a fait des évaluations d'évolution à la fois des polluants et des impacts dans le contexte de changement climatique. Bon, les résultats ne sont pas extrêmement spectaculaires, ne laissent pas apparaître un risque très grand. En France, ailleurs dans le monde, c'est très différent. C'est très différent suivant les pays. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la pollution interfère avec les canicules. On l'a vécu, par exemple, c'était en 2006. En 2006, les épisodes de canicule de 2006 ont été associés à une pollution par l'ozone. Et 2003 aussi. Donc, il y a une interférence qui est défavorable au niveau de la santé entre l'action des vagues de chaleur et de la pollution atmosphérique. Voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution à long terme. Je vous remercie de votre attention. Madame, Messieurs, merci. Et je vais donner la parole tout de suite à Madame la rapporteure. Compte tenu du temps qui nous reste, je vais poser des questions très rapides. Je voulais savoir si vous pensiez que les seuils actuels que nous avons et les normes juridiques édictées pour lutter contre la pollution de l'air, est-ce qu'elles vous semblent encore pertinentes aujourd'hui? Et dans le cas du calcul dont vous parliez tout à l'heure, j'ai bien entendu en fait que vous aviez à cœur de surtout pas surestimer, mais d'avoir le calcul le plus juste. Est-ce que dans vos approches, je crois savoir qu'on n'intègre pas non plus dans le calcul les effets cocktails des différents polluants, leur impact sur la santé, évidemment, sur l'impact potentiellement, sur l'impact également économique de cet effet cocktail. Merci. Alors, si je peux déjà donner quelques éléments de réponse sur les seuils. Donc effectivement, il y a des seuils réglementaires qui sont fixés par les décideurs en prenant en considération effectivement les connaissances établies sur les impacts sanitaires, environnementaux de la pollution atmosphérique et puis en prenant également en considération des éléments de faisabilité liés notamment au coût économique qui serait nécessaire pour atteindre ces valeurs. On a par ailleurs un autre ensemble de valeurs de référence qui sont des valeurs guides ou parfois appelées valeurs de référence, valeurs seuil. Alors la terminologie n'aide pas à comprendre la différence entre les deux, mais qui sont par exemple celles établies par l'OMS et qui elles sont plutôt fondées uniquement sur des considérations sanitaires et qui visent vraiment à minimiser les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique sans considération de la faisabilité de l'atteinte de ces objectifs. Par ailleurs, on sait qu'à l'échelle de la population tout entière, les relations
concentrations de polluants dans l'air, risques pour la santé, sont sans seuil. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé à ce jour de niveau de pollution atmosphérique en deçà duquel on observerait à l'échelle d'une population aucun effet sur la santé, que ce soit en termes d'effets aigus ou en termes d'effets des expositions chroniques. Et ça, c'est en particulier lié au fait qu'au sein d'une population, on a des personnes plus ou moins sensibles à la pollution atmosphérique. Donc, un individu éventuellement en bonne santé peut ne pas être affecté par des niveaux de pollution atmosphérique qui restent relativement faibles. Par contre, un individu qui va présenter une pathologie chronique préexistante, qu'elle soit, comme l'a montré Olivier Chanel, associée aux expositions antérieures à la pollution atmosphérique ou qu'elle soit totalement décorrélée, va pouvoir avoir des exacerbations de cette pathologie pour des niveaux, y compris extrêmement faibles, de pollution atmosphérique. Donc, les seuils, enfin la notion de seuil dans ce champ pollution atmosphérique et santé ne doit pas être comprise comme un niveau en deçà duquel on n'observerait pas d'effet. Donc, bien évidemment, d'un point de vue des impacts sanitaires, plus les niveaux de pollution atmosphérique sont bas, meilleur et la santé de la population qui est exposée. Donc on ne peut qu'encourager, sur la seule base des impacts sanitaires, toute mesure visant à la réduction des niveaux de pollution atmosphérique. Après, le choix qui est fait par le législateur, par vous, sur où est-ce qu'on fixe cette limite, où on dit au-dessus on n'est pas dans les clous, en dessous on est dans les clous, si j'ose dire, c'est vraiment un choix politique. Si je vous permettez de préciser justement la question, c'est le sens justement de la commission d'enquête, c'est d'avoir votre éclairage le plus objectif qui soit, évidemment. Donc précisément en l'état actuel, selon vous, les seuils sont pertinents ou pas? Ensuite, de cet examen objectif, en tant que responsable politique, on imaginera ou pas de déposer un texte peut-être ou d'échanger avec les ministères pour peut-être réétudier la question des seuils. Donc il est important que vous répondiez de manière, enfin peut-être pas aussi de manière, comment dire, avec au centième près, mais d'être le plus comment dire, le plus direct et la plus franche possible pour qu'on puisse avoir vraiment. L'idée, c'est qu'on ait un rapport objectif qui soit utile pour avancer sur le sujet de la pollution de l'air. Alors, dans ce cas, je vous répondrai que les valeurs qui sont préconisées par l'OMS le sont sur la base de considérations sanitaires et doivent être considérées comme un idéal vers lequel il serait souhaitable de tendre. Oui, Madame Archimbaud. Oui, pardon, sur les effets cocktails. Donc effectivement, on voit bien que le sujet des expositions cumulées, que ça soit cumulé dans le temps au cours de la vie ou cumulé en termes de différents polluants, différentes voies d'exposition, c'est un sujet actuellement extrêmement prégnant avec la notion d'exposome qui est associée. Effectivement, pour l'instant, on travaille aussi bien en épidémiologie que en évaluation d'impact sanitaire, polluant par polluant, avec le sujet, comme l'a mentionné Pascal Baudot, effectivement, on peut pas, comme ces polluants sont corrélés, on ne peut pas additionner les impacts, par exemple. Alors, d'une part, il faut bien voir que dans les études épidémiologiques, les niveaux du polluant qui est considéré, quand on dit pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube du niveau de particules fines, on observe une augmentation de temps du risque relatif de décès ou d'hospitalisation. C'est pas tant un effet propre des particules dont on rend compte par cette augmentation de risque, on rend compte au travers de cette augmentation de l'effet sur la santé de l'ensemble des polluants qui sont émis ou formés en même temps que les particules que l'on mesure. Et c'est la même chose pour tous les polluants. C'est la même chose pour le dioxyde d'azote, c'est la même chose pour l'ozone, avec le sujet qu'effectivement la pollution de l'air, c'est un vaste cocktail. Il y a à la fois des émissions, il y a des transformations chimiques avec une chimie atmosphérique extrêmement complexe. Donc on est sur des polluants traceurs, des indicateurs. On a la chance quand même en France d'avoir justement une réglementation qui impose la mesure d'un certain nombre de polluants, donc quand même une surveillance de la qualité de l'air qui nous donne accès à un bon nombre de polluants traceurs. Maintenant, effectivement, on voit bien quand on commence à faire de la spéciation des particules ou des études de recherche un peu plus poussées pour caractériser l'ensemble des polluants atmosphériques, qu'on a une très grande diversité de polluants et qu'on approche cette diversité au travers, effectivement, de polluants, alors qu'on appelle indicateurs, proxy, parfois, de cet ensemble de polluants.
Et effectivement, c'est au travers de cela qu'on rend compte éventuellement d'expositions multiples. Mais effectivement, il peut y avoir également des phénomènes de synergie dans les effets sanitaires entre les différents polluants qui sont pour l'instant extrêmement mal pris en compte par les études épidémiologiques, parfois mieux par les études toxicologiques qui réalisent des expositions à différents polluants combinés, mais assez mal par les études épidémiologiques. Un sujet de synergie, par exemple, qui me vient à l'esprit, il y a quand même quelques travaux sur des interactions entre polluants chimiques et polluants biologiques de l'air, notamment pollen, ozone, par exemple, qui tendent à montrer qu'on aurait un effet plutôt synergique dans les effets sanitaires de ces deux types de polluants. Merci, Madame Archimbaud. J'aurai une question après. Oui, c'est une question un peu précise concernant l'état des études donc, sur la pollution de fond. J'ai cru comprendre qu'une étude avait été menée, enfin que les 10 villes citées étaient des villes européennes, mais qu'il n'y avait pas de territoire national examiné, si j'ai bien compris. Selon vous, existe-t-il des études en cours sur cette question? Si oui, lesquelles? Selon vous également, y en aurait-il d'autres prioritaires à mener? Et j'ai compris également que vous citiez des études menées aux États-Unis, des études sur le coût économique. Est-ce que ces études peuvent nous être utiles? Enfin, très rapidement, mais... Alors, sur la connaissance, plusieurs choses. Sur l'évaluation des impacts sanitaires de l'exposition chronique, on est en mesure, sur la base de relations exposition-risque établies d'abord en Amérique du Nord, et puis maintenant on dispose de données européennes, y compris françaises, que je vais détailler après, on est en mesure d'évaluer les impacts sanitaires en termes de mortalité de l'exposition chronique aux particules fines. C'était dans les résultats que je vous ai présentés là sur AFECOM, et ce sont des choses que l'on continue à faire actuellement et qu'on actualise régulièrement. Sur ce qui est les études épidémiologiques sur les effets de l'exposition chronique, donc là vraiment l'établissement de la relation concentration-risque. Donc niveau d'exposition chronique, risque pour la santé. On a eu effectivement pendant très longtemps uniquement des données nord-américaines sur ces relations exposition-risque. On dispose maintenant de résultats qui ont été produits dans le cadre d'une métacohorte, donc un regroupement de plusieurs cohortes européennes, un projet financé par la CE qui s'appelait ESCAPE, auquel la France a participé, l'Institut de veille sanitaire et des équipes de recherche INSERM, et qui a permis de produire des relations concentration-risque en Europe. Et puis, par ailleurs, l'Institut de veille sanitaire travaille actuellement sur l'utilisation d'une cohorte préexistante qui s'appelle Gazelle, qui est une cohorte de travailleurs de EDF-GDF, anciennement, tant que ça existait, sur justement l'évaluation, la production de relations concentration-risque sur la base de cette cohorte. Et donc, on va pouvoir avoir les relations entre les expositions chroniques à la pollution atmosphérique dans les années 90-2000 et le risque de décès ou de survenue de certaines pathologies. Donc, des travaux sont en cours, la connaissance progresse, et par ailleurs, en se fondant donc soit sur les résultats obtenus dans la métacohorte européenne, soit sur des résultats obtenus en Amérique du Nord, on est d'ores et déjà en mesure d'évaluer les impacts sanitaires attribuables à l'exposition chronique, et c'est ce qui a été fait là dans le cadre des 9 villes. Sur la valorisation économique, je laisse répondre peut-être Olivier. Oui, brièvement, dans la mesure où l'évaluation économique se fonde sur les études épidémiologiques, donc les quantifications sont directement associées, qu'elles soient aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres pays développés pour lesquels le niveau de vie et les habitudes de vie sont les mêmes, ils sont assez directement transposables. Voilà, je vous remercie. J'avais une question, mais on vous la soumettra par écrit, puisqu'on est aussi un peu tributaire du temps. Voilà, donc on souhaite tenir à chaque fois le temps de nos échanges, et je voulais, au nom de notre commission d'enquête, vous remercier en tous les cas de vos témoignages et de la qualité des réponses, et également de vos interventions. Merci. Nous allons donc maintenant procéder à l'audition de Madame Isabella Anzi Maezano, directrice de recherche à l'Institut national de santé et de recherche médicale, autrement dit l'INSERM, qui est le principal organisme français en matière de recherche médicale.
Madame Anzy Maezano a, dans le cadre de ses fonctions, coordonné l'étude européenne sur les effets sur la santé de la qualité de l'air intérieur dans les maisons de retraite, qui a été publiée récemment, puisque c'était le 12 mars dernier. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse, et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à Madame Anzy Maezano de prêter serment. Je rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Madame Isabella Anzy Maezano, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci Madame. Et à la suite de votre exposé introductif, ma collègue Leïla Aïchi, rapporteure de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, puis il reviendra aux membres de cette commission d'enquête d'échanger et de vous interroger également. Merci. Merci. En fait, j'ai une toute petite présentation parce que les questions que m'ont été posées sont très vastes, très hétérogènes. Et je pense que c'est très bien d'avoir un échange. Donc, mais puisque la commission s'intitule les coûts économiques et financiers associés à l'abolition et que nous sommes en train avec Monsieur Gilles Dixot, qui est médecin et consulte, c'est pour ça qu'il n'est pas là, il s'excuse, et Monsieur Raffenberg, qui est agent du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de publier un travail sur les coûts associés à la pollution qui est différent de ce qui a été présenté par M. Chanal il y a quelques instants. J'étais là-haut, donc j'ai entendu. Je pense que je vais vous montrer quelques données sur ce travail et puis commencer peut-être à répondre à vos questions. Alors, ce travail est fait à partir des données de la sécurité sociale quand cela existe ou de publications qui ont été réalisées sur le sujet et qui contenaient des données financières sur la question. Donc, en ciblant vraiment la France et en ciblant les pathologies pour lesquelles vraiment il n'y a pas de doute qu'il y a un lien avec la pollution, à savoir les pathologies cardio-pulmonaires avec beaucoup d'insistance sur les respiratoires. 5 pathologies ont été prises en considération et c'est paru, et je vous le laisserai, d'ailleurs il est là, dans une revue française qui s'appelle Environnement, Risques et Santé et qui est une revue, un journal qui cible toujours la thématique environnement et santé. Donc, cette estimation, comme je le disais, fait partie, considère les coûts associés et ensuite, puisque ces pathologies ne sont pas toutes entièrement dues à la pollution, ce qu'on appelle la fraction attribuable de la pathologie en lien avec la pollution. Ça, c'est à partir malheureusement de données souvent étrangères, donc un peu comme ce qui a été fait dans le cadre du projet Africom. Quand on n'a pas de données françaises, on est dans l'obligation d'aller chercher des données à l'étranger. Donc je vous montre un exemple, par exemple pour ici, c'est la bronchopnéopathie obstructive chronique. C'est à la fois la bronchite chronique et l'emphysème. C'est une pathologie très invalidante. Comme vous voyez là, on fait 4 stades. Donc, il y a 4 stades de la maladie, légère, modérée, sévère et très sévère. Et selon le stade, des coûts associés différents. Là, je vous ai mis à partir des données de la Sécu ou de ce qui existe dans la littérature. La bronchite, la BPCO légère, c'est 600 € par an. C'est quelques médicaments, quelques visites chez le médecin, mais la dernière colonne rapporte les données pour la BPCO avancée qui nécessite
souvent une oxygénothérapie et qui est celle plus à risque des effets de la pollution. Et là, vous voyez, c'est 7 914 en moyenne. Alors, ce ne sont que des coûts directs, on dirait, parce qu'il n'y a pas tous ceux, la présentation d'avant elle était excellente pour montrer comme cette thématique vraiment de l'estimation des coûts est compliquée. Donc on a fait cet exercice pour toutes les pathologies et je vous présente enfin le dernier tableau qui montre, y compris le cancer, les coûts, pardon, que ça va, voilà, c'est l'essentiel, c'est ça, c'est qu'en mettant ensemble la BPCO, la bronchite qui n'est pas considérée BPCO parce que les gens en guérissent, celle associée vraiment à des infections, l'asthme, certains cancers et certaines hospitalisations. Mais je vous invite à aller voir à gauche, dans la dernière colonne, la valeur basse, 1 milliard d'euros. Et à droite, la valeur haute, 2 milliards d'euros, ce qui fait jusqu'à 30% du déficit de la sécurité sociale. On a pris l'année 2012. D'accord? Et ça, c'est aussi les coûts en 2012. Ça, je vous le laisse, hein, donc vous l'aurez, parce que de toute façon, les coûts n'ont pas vraiment augmenté. Et à cette estimation-là, bien sûr, un manque, l'absentéisme, un peu pour la bronchite, mais pas pour tout le reste. Alors, quelles sont les perspectives? C'est bien sûr un premier travail. Cet après-midi, ou non, après moi, il y a le ministère qui présente des chiffres, le MED, comme assez semblables, parce que j'ai vu quelque chose sur le net. Peut-être calculer différemment. Voilà, là, on peut dire qu'il n'y a pas de standardisation dans l'estimation de ces chiffres-là. Et ce qu'on peut faire, c'est que nous, à l'INSERM, on a accès aux données du SNIRAM. C'est la base de la sécurité sociale. Et il y a aussi l'EGB qui est l'échantillon représentatif, 1 sur 99 sujets. Je pense que la prochaine étape, là on a vraiment les coûts réels par sujet. Hein, ce qu'il a pris, et peut-être qu'il a été ici, pour vous donner un exemple, si quelqu'un n'a pas pris les médicaments, pas acheté les médicaments, d'après la prescription, ben, on ne le sait pas. Dans le SNIRAM, on saura exactement quels sont les coûts. Alors, Madame Lefranc disait qu'il y a la cohorte gazelle aussi. Ben là, c'est les gens d'EDF et GDF. Le SNIRAM, c'est la population française. Donc, c'est un plus et c'est notre prochaine donnée à acquérir et à publier dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est pour les coûts, avec cette publication qui va sortir là. Hein. J'avais beaucoup de questions, donc je ne sais pas comment vous voulez que je procède. Non, je vais passer la parole à Madame la rapporteure tout de suite, alors merci. Merci pour votre exposé. Je voulais simplement revenir sur la base de données sur laquelle vous avez donc accès de la sécurité sociale pour faire cette étude. Est-ce que vous pensez qu'il a manqué beaucoup de coûts dans cette base de calcul pour que vous puissiez faire cette étude? Est-ce que quels sont par exemple ceux qui n'ont pas été intégrés, qui paraîtraient pertinents? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous prenons vraiment... est-ce qu'on sous-estime le coût financier et économique de la pollution de l'air dans sa globalité?
Alors, bon, là, ce qu'on a utilisé pour ce papier, c'est un coût moyen, vraiment, donné. Donc, il n'y a pas de référence à l'individu, hein, comme je vous le disais. Par exemple, pour l'absentéisme, il est calculé à presque 50 € par jour. Alors, vous voyez que non, ça ne peut pas aller parce que forcément, il y a des échelles à prendre en compte. Et alors là, oui, nous, je pense, on a, en tout cas, on a seulement approché la donnée, mais comme je vous le disais, le SNIRAM, où il y a vraiment pour chaque sujet, c'est l'utilisation de médicaments, les consultations, les hospitalisations devraient permettre de peaufiner ce calcul et de façon représentative. Et je pense que c'est ça une donnée importante. Il y avait une question que vous m'avez posée sur ce qu'il y a à faire. Alors, quand on voit des courbes, comme on a vu tout à l'heure, de dose-réponse, on est en train de faire une démarche, de suivre une démarche très très utile, qui est celle de l'évaluation de risque. Mais, comme ça a été dit aussi par les intervenants précédents, on a besoin de cohortes de sujets suivis dans le temps. Alors, en France, il y a la cohorte ELF. Bon, ils sont tout petits pour l'instant, 20 000 sujets. C'est un échantillon représentatif qui va permettre de mieux étudier pourquoi on a besoin de cohortes. Parce que dans les cohortes, cette dimension susceptibilité qui a été mentionnée, les enfants sont plus à risque, les personnes âgées, d'ailleurs, je viens de publier ces données sur les personnes âgées qui montrent bien qu'il y a un effet âge. La consommation de tabac, par exemple. Dans les études de dose-réponse, on ne l'a pas. Vous voyez, donc faire la part du tabac par rapport au poids réel de la pollution est possible seulement dans une approche où on dispose de données individuelles. Alors le SNIRAM, parfois il a le tabac. Heureusement, pas toujours, et c'est vraiment dommage que le médecin ne demande pas ça et qu'il ne soit pas rentré de façon systématique dans la base. On a l'information, mais pas toujours. Et on n'y croit pas parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage de gens qui... Alors, toujours un peu dans le même sens, il y a cette étude européenne MEDIS, M-E-D, apostrophe H-I-S-S, qui étudie l'effet de la pollution au niveau individuel dans des pays autour de la Méditerranée. Et là, mon équipe est partenaire et en considérant encore une autre base de données qui est bonne et qui est une cohorte de l'IRDES, c'est l'enquête santé et protection sociale, ESPS. Ce sont 20 000 sujets suivis depuis 1988 à 2008. Après, malheureusement, ils ont changé l'échantillonnage, ils ont recommencé à nouveau. Là, c'est tous les 4 ans, plus ou moins, bon, il y a tout un schéma un peu compliqué. On va étudier, là aussi, il y a, comme le titre de l'enquête l'indique, il y a la consommation, parce que l'enquête était faite pour ça, pour voir un petit peu le coût associé. Et il y a les pathologies bien faites, avec code et tout. Donc, on va faire un match avec la pollution estimée par un modèle à l'échelle de 2 km. Donc, c'est la pollution locale, forcément, et même, mieux que locale presque, qui permet de différencier. Et donc, voilà, en perspective, c'est en 2017 qu'il faut rendre les résultats de cette étude qui en plus compare la France, à l'Espagne, l'Italie, la Slovénie et
puis peut-être il y a un autre pays, mais je vois la Grèce, peut-être, voilà, autour de la Méditerranée. Donc, des données à venir avec des informations individuelles qui sont importantes. Merci. Oui, notre collègue Charles Revet. Merci, Madame. J'ai sous les yeux la note, peut-être vous l'avez un peu évoquée, puis que j'ai eu une absence dans mon attention. Mais quand vous indiquez, je ne sais pas si ces notes sont publiées, mais je suis président de maison de retraite, voyez-vous, et l'affirmation, puisque c'est publié sous forme affirmative, la qualité de l'air dans les maisons de retraite affecte la santé pulmonaire des résidents. Oui. Oui, mais si vous voulez, alors heureusement que la majorité des gens, quand ils vieillissent, restent chez eux parce que c'est leur souhait, parce qu'il y a une affirmation là qui est terrible. Si je donne ça à mes résidents, ils vont me dire qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation. C'est peut-être ce qu'il faudrait que vous nous disiez. Oui. Parce que là, il y a une affirmation qui est terrible. Alors, si elle est confirmée, et je suppose que vous avez des bases, c'est bon. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des travaux importants. Il faut nous dire lesquels, parce que c'est un besoin, les maisons de retraite, pour accueillir nos personnes âgées. On peut pas, elles ne peuvent pas forcément rester toutes seules chez elles. Les familles ne peuvent pas forcément, on n'est plus de la même époque qu'il y a 30, 40 ou 50 ans où elles restaient dans leur famille. Mais c'est quand même, et puis l'état de santé de beaucoup le justifie. Elles vieillissent et continuent à vieillir, même quand elles sont en maison de retraite. Je peux même vous dire que quelquefois ça s'améliore très fortement. Le fait de ne pas être seul chez elles et d'avoir, d'être entouré par des gens qualifiés, médecins ou infirmières, aides-soignantes et autres. Mais que faut-il faire? Parce que c'est une information dont je pense que si elle était diffusée, créerait beaucoup de perturbations et peut-être aboutirait à plus de décès compte tenu de la manière dont ils seront reçus que ce que vous affirmez. Excusez-moi, je suis assez... mais là, je trouve que c'est un peu terrible ce que vous publiez. Vous voulez dire que non? Apparemment, ça peut aller dans le même sens. Monsieur le Président, oui, ça me permet peut-être de compléter la question posée par le collègue. Dans la qualité de l'air intérieur, il y a, comment dire, dans la pollution qui peut exister là, il y a la pollution d'origine extérieure, parce qu'on ouvre les fenêtres, et puis il y a la pollution d'origine intérieure qui peut venir, je ne sais pas, des meubles, des peintures, etc. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait aussi préciser. Il faudrait voir quelle est la part de l'extérieur et la part de ce qui est émis finalement par le mobilier ou les aménagements intérieurs. Et dans ce cas-là, quels sont les principaux éléments toxiques que vous avez repérés? Vous avez tout à fait raison. Les deux, je veux dire, c'est une donnée statistique. Il y avait 7 pays européens. La France, je peux vous dire, se portait assez bien. On a été à Reims, dans les maisons de retraite. Oui. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une qualité de l'air qui était due à la fois des polluants de l'intérieur, qu'on ne retrouvait pas à l'extérieur, comme le formaldéhyde, parce qu'on sait quels sont les produits polluants. Le formaldéhyde, ça peut venir des désinfectants, des produits de ménage, et il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas à l'extérieur. Et par contre, les particules qu'on trouve, les 2,5 qu'on trouve à l'intérieur de maisons de retraite, bien sûr, proviennent de l'ouverture des fenêtres. Parce que s'il n'y a pas un processus de combustion à la fois des cigarettes, et dans les pays de l'Est de cette étude européenne, oui, on avait des maisons de retraite où les gens fumaient, même les résidents. Je veux dire, pas seulement le personnel. Et parce que la réglementation les permet, donc permet l'utilisation de la cigarette. Donc les niveaux n'étaient pas excessifs, et en tout cas assez comparables à ceux de l'étude de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur à laquelle j'ai participé.
Ce qu'on a observé, c'est que lorsque dans la maison de retraite, il y avait des polluants, c'est là qu'on avait des résidents qui avaient plus de symptômes respiratoires, de dyspnée, de sifflement en lien avec la présence du polluant. Alors, comme je vous le disais, à Reims, ça allait assez bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ventile, ça veut dire que si on n'a pas, parce que le formaldéhyde vient aussi de l'acquisition de meubles qui sont faits en agglomérat avec des produits ou de peinture, etc. Donc, voilà, si la maison de retraite, il n'y a pas d'excès de certaines sources de pollution, ben, la qualité de l'air n'était pas mauvaise et nous n'avons pas observé d'excès de problèmes respiratoires. Mais globalement, le titre est ça. Dès qu'il y a pollution, là, on fait quelque chose. Et l'hypothèse, c'est que voilà une autre population fragile, en raison du vieillissement qui est soit normal, soit malheureusement pathologique. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est que les gens dans ces maisons de retraite, ils étaient parce que, voilà, ils étaient malades avec plusieurs maladies et une nécessité une prise en charge médicale. Donc, ces conditions médicales fragilisent l'organisme de ces personnes. Merci. J'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'on dispose aujourd'hui d'un bon niveau général de connaissances sur la pollution intérieure, qu'elle soit d'ailleurs au domicile, enfin sur les lieux de vie, on va dire, puisque ça inclut les maisons de retraite, ou sur les lieux de travail? Et pensez-vous que nous ayons des solutions ou des remèdes à imaginer qui relèvent ou qui relèveraient plus des évolutions technologiques autour de la recherche et l'innovation ou des modifications de comportement, voire de nos modes de vie? Comme je le disais, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a échantillonné environ 500 logements à partir de l'échantillon des résidences principales en France. Donc, c'est échantillonnage fait par l'INSEE en grappe en tenant compte de la localisation géographique, de la classe sociale. Donc, c'est un bon échantillonnage. Elle nous a donné pour la première fois, et c'est, je peux vous dire, une étude unique au monde. Hein, c'est-à-dire, il y a eu 30 polluants qui ont été mesurés, et ça, c'était grâce au ministère, en fait, à plusieurs ministères qui avaient contribué à la réalisation. Alors, dans les bureaux, déjà, c'est beaucoup moins évident. Et il y a eu l'étude européenne Officer, la France participait, mais avec très peu de bureaux parce que le protocole voulait aller dans le détail, mais dans un tout petit échantillon. Et donc là, on est moins informé. Les hôpitaux, quelle est la qualité de l'air dans les hôpitaux? Bah, on ne sait pas trop. Hein. Et puis, ce qui manque beaucoup, et ça sert à répondre à votre deuxième question, c'est avoir des données longitudinales avant et après une intervention. Parce que moi, si vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire, moi je vous dis qu'il faut bien ventiler et il faut éviter les sources de pollution. Et cela basé à partir de la littérature qui peut-être a ciblé un seul polluant. Mais comme ça a été dit bien avant, nous avons affaire avec la multipollution. Donc, on cible un polluant, on fait une intervention sur le polluant et les autres restent, et même de façon un peu différente. Donc, il est nécessaire d'avoir une étude de ce type-là. Alors, on vient de soumettre à la Commission européenne un projet pour les écoles, parce que j'ai pas mal travaillé dans les écoles, et on avait trouvé, parce que bon, on parle de lieu de travail, et pour les enfants, le lieu de travail, c'est l'école. 30% des enfants étaient dans une classe où les valeurs préconisées par l'OMS,
dont on a parlé tout à l'heure n'étaient pas respectées. Alors, moyenne annuelle, donc d'une certaine façon un peu comparable. Il y avait trop de PM, il y avait trop de formaldéhyde. En fait, pour le formaldéhyde, c'est plutôt la valeur préconisée par l'ANSES, parce que l'OMS ne s'est pas vraiment prononcé. Et bien sûr, c'est mon commentaire, là aussi, quand il y avait des polluants en classe, on avait des enfants qui avaient plus de symptômes respiratoires et allergiques, et les enfants allergiques avaient un risque accru par rapport aux autres, c'est-à-dire voilà une autre population qui est fragile. Alors là, on vient de soumettre un projet, s'appelle le Squad, Horizon 2020, pour faire une étude d'intervention qui va cibler aussi le comportement des enfants. Ils vont jouer, ils adorent jouer, avec une tablette pour apprendre qu'est-ce que c'est la pollution, et on va voir si après, ils ont des comportements plus, disons, adaptés à éviter les expositions. Et bon, en même temps, il y aura des classes où on va vérifier bien la ventilation. Disons, on va agir, et ça, notre idée, c'est que on aura des informations sur cette étape essentielle, et pour venir à la pollution de l'extérieur. Voilà, moi je peux vous le laisser, cette étude américaine très importante qui a montré, bon, c'est notre meilleur journal, le New England Journal of Medicine, qui montre ce qui a été dit, c'est que la fonction des enfants respiratoires est endommagée par la pollution, et que quand on diminue la pollution, ça va mieux. Et la fonction respiratoire, c'est un prédicteur de mortalité totale. C'est-à-dire, il y a plein d'études pour dire, c'est intuitif, s'il n'y a pas d'air dans le poumon, eh bien, la vie s'arrête. Donc, voilà, je pense que les interventions, les études d'intervention sont très, très importantes pour voir les effets de la prévention, et malheureusement, en France, ça je peux vous, on n'en a pas. Bon, on a demandé cette subvention pour les écoles, et j'espère qu'on l'obtiendra. Merci. Merci. Là encore, juste un petit commentaire par rapport à la potentielle étude sur les enfants avec les tablettes, étant par ailleurs très sensible au sujet de la téléphonie mobile et des ondes électromagnétiques. À titre personnel, je ne suis pas nécessairement favorable aux tablettes entre les mains de très jeunes enfants, mais c'est un autre débat. Sans Wi-Fi. Ah, d'accord, sans Wi-Fi, d'accord. Alors, tout va bien. Je voulais également préciser avec vous, dans le cadre de vos études, sur les polluants et leur impact sur la santé, et particulièrement dans les maisons de retraite, qui a été l'objet de votre étude. Est-ce que comment vous abordez la question de l'effet cocktail des polluants? Parce que des différentes lectures que j'ai pu avoir et d'échanges, c'est un sujet qui est rarement pris en compte, et compte tenu du rapport qu'on voudrait rendre, c'est qu'on soit assez précis sur les polluants qu'on examine, leurs conséquences. Est-ce que l'effet cocktail est intégré ou pas, pour qu'on ait une vision la plus claire et la plus juste possible? Je vous remercie. Bon, je commence par une réponse technique, malheureusement. Considérer l'effet simultané de la multipollution du cocktail est assez compliqué. Nous avons publié une revue que même les Américains citent, qui montre qu'il y a plusieurs méthodes, que ça dépend un peu de la réponse qu'on veut avoir, la méthode à utiliser. Et le problème, c'est que certaines de ces méthodes ne donnent pas. Quand vous dites ça dépend du résultat qu'on va avoir. Voilà, je suis en train de préciser, c'est-à-dire certaines méthodes donnent seulement une probabilité
de l'action de l'ensemble des polluants. Et ça, moi en épidémiologie, j'aime bien quantifier. Donc, il faut passer à d'autres méthodes où on quantifie, mais avec des niveaux d'incertitude qui sont un peu importants. Cela dit, donc là, on est un peu dans des méthodes un peu sophistiquées. Ce qu'on a observé, et c'est une étude, c'est à partir de l'OQAI par exemple, c'est qu'effectivement, quand on a des biocontaminants, j'insiste sur le fait que la pollution n'est pas seulement chimique. La pollution est aussi biologique. Les pollens, je sais que cet après-midi vous avez les pollens, il y a les moisissures dans l'air, même à l'extérieur des locaux. Hein. Quand il y a les foins qui sont en train de pourrir à l'extérieur, il y a des moisissures, alternaria par exemple, mais à l'intérieur, ce sont les microbes, ce sont les virus, ce sont les allergènes à l'origine des allergies. Nous avons observé que l'effet de certains polluants de la famille des composants organiques volatiles, comme le formaldéhyde, comme le benzène, était augmenté significativement lorsque il y avait aussi dans la maison des allergènes mesurés objectivement. Ça, c'est le point fort de l'OQAI. On a mesuré de façon objective à la fois les polluants chimiques et les biocontaminants. Et c'est un peu unique. Donc oui, c'est compliqué, mais il y a des interactions et d'ailleurs, on a pensé tout le temps qu'il n'y avait pas vraiment une interaction, mais que l'EPM et NO2, c'était un peu la même chose. Les Anglais, il y a une semaine, vous pouvez le trouver sur le site du COMAC, ont publié un rapport qui montre que NO2 a un rôle propre. Dans les études toxicologiques et d'exposition, on savait qu'il fallait des doses importantes. On avait même des pauvres beagles, des chiens qui toussaient, etc. Là, au niveau de la population, eh bien, ils ont dit qu'il ne faut pas négliger la prise en compte de ce polluant, car il a ce rôle. Et pourquoi est-il important? C'est parce qu'en raison des filtres. Voilà, on réduit les VM, mais on augmente les NOx. D'ailleurs, l'OCDE a fait un rapport sur le coût économique de la pollution en France, qui est encore une autre approche. Dans les commentaires, il y a une sorte d'alerte pour dire que voilà, qu'il faut faire attention parce qu'il y aura peut-être à la suite des filtres, s'il n'y a pas le contrôle des NOx et des NO2, une inversion dans la diminution des concentrations et des émissions aussi. Et vraiment, très important de faire la différence entre émissions et concentration parce que nous, on a du mal à les mettre ensemble. Parce que la concentration, c'est ce qui résulte de plein de choses, entre autres du climat, des conditions météo, du bâti, de l'effet canyon. Moi, j'ai fait des modèles, je mesure la pollution, je me suis bien amusée à la venue du général Leclerc. Parce qu'on a eu une subvention pour voir comment certains leviers peuvent agir sur la diminution des concentrations. Donc, on a pris l'avenue Général Leclerc parce qu'à la porte d'Orléans, bien sûr, c'est pollué. Au milieu, là où il y a le petit marché, pas beau goût. Et puis à la gare du Montparnasse encore. Et puis on fait varier la pollution avec un modèle, bien sûr. Et on voit déjà, sans rien faire varier, on a vu des concentrations différentes sur la même avenue. Et par exemple, on met aussi des carburants, des biocarburants. On a mis, parce que je travaille avec des gens qui ont un moteur, et à la sortie du moteur, on a l'EPM.
Et selon le type d'essence, on voit combien sont les BM, et ça, on l'a introduit dans ce modèle et on va voir. Donc, il y a 2 NOx aussi à considérer. Je vais revenir sur, parce que je pense que l'air intérieur, enfin, il commence à y avoir un certain nombre d'études, je dirais, dans ce qu'on appelle le domicile. Je vais revenir un petit peu en insistant sur l'air intérieur, ce que je vais plutôt appeler les lieux de travail, mais notamment lorsqu'ils sont confinés. Est-ce qu'on a suffisamment d'études, d'abord de constats, puis là aussi de coûts, par exemple sur des personnes ou des personnels qui travaillent dans des ouvrages confinés? Ça peut être les parkings en ouvrage notamment, ça peut être dans les aéroports par exemple, enfin dans un certain nombre de centres commerciaux. Vous voyez ici, on peut aussi vivre dans une institution comme celle-ci en étant à peu près toute la journée en milieu confiné, pas toujours aéré d'ailleurs. Et puis c'est la dernière question, puisque finalement dans les nouveaux modes d'habitat et de construction, donc on rejoint aussi les milieux professionnels. Aujourd'hui, on travaille sur l'étanchéité à l'air, sur l'isolation et dans un certain nombre de cas d'ailleurs sur des systèmes plutôt de ventilation double flux, etc., qui font qu'il n'est pas conseillé d'aérer. Donc c'est aussi des pratiques nouvelles. Alors j'ai conscience qu'il y a beaucoup de questions dans cette grande demande, mais avez-vous ou avons-nous des études, des débuts de réponse, ou sommes encore, nous, un peu pauvres en connaissances? Je dirais globalement encore pauvres en connaissances pour la qualité de l'air intérieur. Dans les logements, le CSTB, qui était à l'origine de l'étude, a publié un rapport sur le coût de la pollution intérieure. C'était M. Kopp qui a réalisé ce travail. Mais, vous avez bien ciblé, là où on est en manque, il n'y a pas de données sur les coûts économiques associés. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, bien sûr, les gens sont mobiles, donc ils restent un peu chez eux, où ils sont exposés à tout ce qu'ils font, le bricolage, la cigarette, ouvrir la fenêtre quand il ne faut pas, etc. Bien sûr, est à l'origine une pollution qui souvent est plus importante qu'à l'extérieur. Parce qu'il y a ces composés organiques volatiles et certains sont cancérigènes. Donc, et l'OQAI a montré qu'il y avait 10% des logements qui étaient multipollués. Donc, dans les bureaux, malheureusement, il n'y a pas vraiment ça, mais les parkings que vous avez mentionnés, pas pour les coûts, mais l'ANSES qui a publié un rapport sur les très fortes expositions des gens dans les parkings. Donc, ceux qui lavent la voiture, je ne sais pas si ça existe encore parce que je n'ai pas de voiture à laver, mais voilà, très exposés. Et c'était une belle étude avec des mesures objectives faites à Paris, mais j'imagine que... Alors là, bien sûr, il faut de la ventilation et il faut d'autres... envisager des mesures, mais on n'a jamais estimé les coûts associés à ça. Et ça manque, c'est vraiment un manque important. Madame, merci, on n'a jamais estimé les coûts en France, en Europe ou dans le monde, on n'a aucune étude. Sur les parkings... Sur les coûts économiques de la pollution de l'air intérieur. Ah, de l'intérieur, pour la France aussi, hein, l'OQAI, vous tapez coût pollution intérieure sur Google, ça sort tout de suite. Mais pas les parkings et pas les bureaux. À ma connaissance, pour la France, mais ça existe pour d'autres pays, bien sûr. Mais les parkings, honnêtement, puisque je le jure, je ne sais pas. Ni les bureaux. Pour la France, les bureaux, que je sache, non. Mais je regarderai ça et je serai prête à envoyer vous envoyer si je retrouve. À ma connaissance, non. Si on demande, si on en remet une couche supplémentaire aux employeurs, ils vont être contents.
Mais en même temps, il faut se poser la question, c'est tout. Peut-être que sont bien placés pour savoir les jours d'absentéisme. Il y a des données qu'ils peuvent donner facilement. Si c'est dû au Sick Building Syndrome, qui est ce syndrome qu'on a dans les tours, car la ventilation n'est pas bonne. Mais la qualité de l'air et la perception, ça a été fait, mais le coût, que je sache, non. La perception, c'est une autre dimension très importante aussi, bien sûr. Eh bien, il nous reste à vous remercier de cet échange, en tous les cas très vivant, en plus. Non seulement fourni, mais vivant. Voilà, vous avez donc pu suivre des auditions de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Cette commission doit rendre ses conclusions d'ici le mois d'août. Vous pouvez revoir, bien sûr, ces auditions sur notre site publicsénat.fr.